Rebonsoir. Après la voix envoûtante de Sami Frey, c'est maintenant l'heure fatidique, celle où la vérité prend un visage très personnel. Le psychanalyste et psychologue clinicien Emmanuel Nidam, actif notamment au sein de l'association Mahavar et engagé dans un militantisme juif depuis son parcours à l'UEJF, va construire des ponts, je cite, entre la vérité du judaïsme absolue et métaphysique et la vérité du divan, subjective et métapsychologique. J'en profite pour remercier Emmanuel Nidam de tout cœur. Ce chercheur interroge dans ses travaux, à travers la vie psychique, la culture, et je le remercie pour sa fidélité impeccable et éclairante à notre magazine J'aime, Schéma. Ça fait 3 ans que chaque trimestre, il nous livre une tribune qui permet d'éclairer notre dossier à la lumière de la psychanalyse, et souvent également à la lumière de la tradition juive, dont Emmanuel Nidam est féru. Place à la vérité en psychanalyse. Bonsoir, merci beaucoup. Chag Sameach à tous, d'abord. Merci beaucoup à Yael Hirsch, à Fabienne Saban et à tout Judaïsme en mouvement pour cette invitation et cette soirée, je crois que dont tout le monde partage et constate la qualité exceptionnelle. Voilà, donc merci beaucoup. On va passer un petit moment ensemble. Voilà, ce dont je vais parler, c'est la vérité. C'est pas très original ce soir. D'ailleurs, c'est pas très original non plus, mais je crois que c'est important et c'est d'actualité. Il faut savoir que l'Union des étudiants juifs de France a intitulé ses universités d'hiver en 2020 « La vérité si je mens ». Bon, c'était drôle, mais c'était sur le même thème, parce qu'eux aussi, sur le terrain, constatent à quel point la vérité est malmenée. En tout cas, on lui fait dire un peu plusieurs choses. Alors, Judaïsme en mouvement me met ce soir dans un double embarras. Premier embarras, c'est de résoudre un problème qui m'est propre et qui m'est personnel depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire d'essayer de faire cohabiter, de faire vivre ensemble, dans ma petite tête, la vérité de la Torah et la vérité en psychanalyse. Voilà. Et pour moi, c'est pas simple. Depuis longtemps, c'est une question qui me chiffonne. Et donc, je suis content et embarrassé de l'arpenter en votre compagnie. Et le deuxième embarras, c'est qu'on me demande de faire un truc un peu compliqué, c'est-à-dire de dire la vérité sur la vérité en psychanalyse. Bon, c'est doublement impossible, mais je vais doublement essayer. Voilà. Alors, pour répondre déjà simplement à tous ceux qui se demandent c'est quoi la vérité en psychanalyse, je préfère répondre tout de suite, il est tard, on va pas trop traîner. Nous, voilà, c'est pas la vérité des mathématiques, c'est pas la vérité des philosophes. En psychanalyse, on parle de la vérité du sujet, c'est-à-dire la vérité de l'être parlant, la vérité d'un corps qui désire et qui parle. Pour nous, la vérité, c'est ça. On va essayer de voir, donc, de Freud à Lacan et peut-être un peu avec d'autres, et peut-être avec un peu de Torah si j'ai le temps, comment nous, les psychanalystes, en tout cas moi, voilà, c'est compliqué de parler pour tous les psychanalystes, mais en tout cas pour voilà, ceux que j'en ai appris et dans ma pratique également, comment on aborde cette vérité. Voilà. Alors, d'abord, la première chose, je crois que, comme tout bon psychanalyste, on commence par Freud, ce qui, voilà, Sigmund Freud, tout le monde voit à peu près. Alors, avant de décrire ce qu'était la psychanalyse, il a fait beaucoup de recherches et une partie de ses recherches, il les a faites avec un ami qui s'appelle Wilhelm Fliess, avec qui il se fâchera plus tard, bon. Et il y a une lettre très importante qui est restée en psychanalyse, qui s'appelle la lettre à Fliess du 21 septembre 1897. Dans cette lettre, Freud va dire quelque chose de très important qui va marquer un tournant constructeur de la psychanalyse. Il écrit à Fliess, il faut que je te confie tout de suite le grand secret qui, au cours de ces derniers mois, s'est révélé. Je ne crois plus à ma neurotica. Alors, ce « je ne crois plus à ma neurotica », c'est un virage très important dans l'avancée de Freud, c'est-à-dire qu'il va renoncer à sa première vision de son traitement, du traitement qu'il abordait. Son traitement était assez simple au point de départ. Il pensait que les névrosés, qu'ils soient hystériques ou non, souffraient d'un traumatisme, qu'il suffisait de leur faire parler ce traumatisme. Il parlait de procédés d'abréaction, que si ce traumatisme était parlé, eh ben, tout d'un coup, la personne allait aller mieux. C'était sa croyance, il appelait ça la neurotica, ils avaient bossé là-dessus avec Fliess. Il y avait de l'hypnose dans le procédé à ce moment-là, et puis il s'est passé quelque chose qui fait que Freud va renoncer à cette vision. En tout cas, renoncer à cette vision trop simpliste, selon lui. Alors, je vais vous lire sa justification, parce que je crois que c'est important et ça engage beaucoup de choses pour nous ce soir. Donc, il dit à Fliess, donc pourquoi il renonce à sa neurotica ? La surprise de constater que, dans chacun des cas, il fallait accuser le père, et ceci sans exclure le mien.
de perversion, la notion de la fréquence inattendue de l'hystérie où se trouve chaque fois la même cause déterminante, alors qu'une telle généralisation des actes pervers commis envers des enfants semblait peu croyable. C'est-à-dire qu'au fond, Freud, en traitant ses patients avec la théorie qu'il avait à ce moment-là, se rend compte qu'il y a une surreprésentation de patients qui lui disent que leur problème, peut-être, en tout cas le souvenir traumatique qu'ils ont, c'est une agression du père, une agression plus ou moins sexuelle du père. Et Freud dit, non mais c'est pas possible, tous les pères ne peuvent pas être des agresseurs. En fait, Freud, à ce moment-là, il se dit, non mais mes patients ne me disent pas la vérité. Et c'est à ce moment-là que la psychanalyse commence à ouvrir un champ vraiment nouveau. C'est non pas au moment où Freud accuse ses patients de lui mentir, parce qu'il dit que ce que disent les patients n'est pas vrai. C'est vrai, c'est non vrai. Mais il ne conclut pas que c'est totalement faux non plus. Et c'est là le génie de Freud, c'est-à-dire d'essayer d'entendre ce qui se passe. Pourquoi un patient va dire un truc à Freud, à son médecin, qui n'est pas vrai, alors qu'il veut sincèrement guérir? Et à partir de cette question, Freud va ouvrir un champ qui est quelque part entre le vrai et le faux. Il va essayer de comprendre pourquoi le patient, dans l'espoir d'aller mieux, va dire quelque chose qui n'est pas totalement la vérité. En ouvrant ce champ, Freud va ouvrir en fait ce qu'aujourd'hui on appelle l'inconscient, mais qui d'abord s'est appelé le champ du fantasme. Ensuite, ce qu'on a appelé la réalité psychique. C'est-à-dire qu'en fait, en parlant, en disant quelque chose qui est non vrai, le patient dit quelque chose qui est vrai quand même. Quelque chose qui est vrai de lui-même. Et c'est déterminant pour la psychanalyse parce que ça va placer le discours à un certain endroit, évidemment, dans la pratique. Mais ce qui est important aussi, moi, ce qui me fascine toujours chez Freud, c'est que en ne sanctionnant pas le dire du patient de la marque du non vrai, Freud découvre le fantasme et la réalité psychique. C'est cette suspension du jugement, en fait, dans l'oreille de Freud qui va ouvrir la psychanalyse. Et je crois que c'est important de comprendre, voilà, de vous transmettre, en tout cas, que pour nous, en psychanalyse, la vérité, elle est douteuse. On l'aime pas plus que le mensonge. Voilà. L'un n'est pas mieux que l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se situe entre les deux, et ce qu'on appelle, nous, la vérité du sujet. Alors, dans le procédé que Freud explorait à cette époque-là, déjà, le patient parlait, plus ou moins sous hypnose, ça dépendait des cas. Mais donc, au fond, la question, c'est la vérité dans la parole de quelqu'un qui vient voir un psychanalyste. On est dans un cas très particulier, on n'est pas chez les juristes, on n'est pas dans les maths, on n'est pas dans la philo. Il y a des gens qui vont voir un psychanalyste pour aller mieux et ils disent quelque chose. Et la question de la vérité se pose là. Donc, c'est un discours, c'est la vérité du discours. Et là-dessus, Lacan, en 72, dans son séminaire qui s'appelle « Encore », a dit quelque chose qui a marqué l'histoire. Enfin, tout le monde la connaît, celle-là. Mais je vais vous la lire parce que c'est important, je crois. Alors, il dit « Toute la vérité, c'est ce qui ne peut pas se dire. C'est ce qui ne peut se dire qu'à condition de ne la pas pousser jusqu'au bout, de ne faire que la mi-dire. » La mi-dire, c'est-à-dire la dire à moitié. Toute la vérité, c'est ce qui ne peut pas se dire. Voilà comment Lacan règle le problème de la vérité d'une certaine manière. Il faut comprendre que là, Lacan, ce qu'il fait, son opération, en fait, il se réfère à l'univers de la linguistique. On est dans une logique linguistique structuraliste saussurienne. Voilà. Donc, de quoi il parle à ce moment-là, Lacan, quand il dit « toute la vérité, c'est ce qui ne peut pas se dire, on ne peut que la mi-dire », en fait, lui, il parle de linguistique. D'abord, c'est ce que tout le monde comprend. C'est-à-dire, il fait référence à une impossibilité technique qui est propre au langage. Le langage parlé ne permet pas de dire toute la vérité, selon Lacan, mais en fait, selon Saussure aussi. Donc voilà, il fait référence à ça. Alors, on peut donner un exemple pour essayer de voir comment le langage parlé nous met dans l'embarras avec la vérité. Il y a plein d'exemples. L'exemple le plus marrant et le plus connu, c'est sans doute le paradoxe du menteur ou le paradoxe d'Épiménide. Voilà. On le voit bien. Donc, par exemple, si moi je viens, là je suis devant vous ce soir, c'est Shavuot, on est tous ensemble, on se marre bien. Mais si je vous dis maintenant que je mens, alors, quand je dis que je mens ou je dis la vérité? En fait, on ne peut pas savoir, parce que si je dis la vérité en mentant, ça veut dire que je mens. Donc je mens, donc je dis pas la vérité. Mais si je mens en disant que je mens, je dis la vérité, donc je mens. Donc c'est un énoncé dont le statut n'est pas... On ne peut pas conclure sur cet énoncé. C'est un paradoxe propre au langage et qui démontre à quel point, en fait, nous sommes, nous, les êtres humains parlants, pris au piège de nos mots.
C'est d'abord à ça que fait référence Lacan. Alors ça, hein, cet empêchement, le fait que les mots sont plus forts que nous, qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on veut en fait avec les mots, qui sont plus forts, qui nous dépassent, et qu'on n'arrive pas à exprimer la vérité, à cet endroit voilà, de l'impossible, c'est ce que Lacan place le barrage. Parfois, en psychanalyse, on désigne le sujet sous un symbole, on dessine un S, on le barre. La barre, c'est la barre du langage. La barre du langage que Lacan, voilà, à laquelle Lacan fait référence, c'est-à-dire l'impossibilité dans le langage, mais qui, de Freud à Lacan, s'appelle la castration. D'une certaine manière, quand Lacan vient dire « on ne peut pas toute la dire la vérité », il rappelle juste voilà, la castration que le langage opère sur nous. Alors c'est quelque chose d'important et d'assez marrant, je crois, que cette castration, c'est un objet culturel qui est très exploité, très souvent exploité. Moi, il y a une série des années 90, une série américaine des années 90 que je trouve très intéressante de ce point de vue, et qui, je pense, aussi a un lien avec les fake news, avec le phénomène Trump, avec le complotisme. Une série qui s'appelle X-Files. Bon, moi, je regardais, je pense que certains d'entre vous regardaient aussi. Une série à grand succès, mais en fait, on voit vraiment la souffrance qu'a un héros qui s'appelle Fox Mulder, à essayer d'exprimer la vérité et qui n'est pas compris. Il essaye de dire la vérité et personne ne veut l'entendre. Il n'arrive pas à la transmettre. Et il souffre énormément. C'est une série qui a beaucoup plu aux adolescents qui vivent la violence de cette castration au moment de leur de leur croissance, au moment où ils deviennent adultes. Et effectivement, je crois que c'est une excellente représentation de ce qu'est la souffrance que la castration du langage opère sur nous, et peut-être aussi que ce serait intéressant de se demander un jour comment X-Files a contribué à la popularisation des théories du complot, non pas forcément pour l'accuser, parce que c'est une série que j'aime bien, mais je pense pour la remettre au centre de nos réflexions. Voilà. Mais ça, c'est la première partie de l'énoncé de Lacan. Il y a une deuxième partie de l'énoncé de Lacan qui est intéressante et qui est plus sur un plan philosophique. En fait, Lacan, quand il va parler de son mi-dire, de se dire à moitié dans son séminaire en 72, en fait, il s'en prend très violemment à la philosophie allemande et en particulier à Emmanuel Kant. Lacan, il va régler son compte à Kant, là, à ce moment-là, d'une manière assez sauvage. Il faut dire qu'il y avait une certaine ambiance dans cette époque, apparemment, il n'était pas le seul. Alors, je vais vous lire en fait ce qui précède l'énoncé que je vous ai lu tout à l'heure, et vous allez peut-être comprendre. Excusez-moi, c'est du Lacan, c'est pas facile à lire. Voilà. De cet impératif que rien de ce qui est de l'ordre du pathique ne doit diriger le témoignage, faut-il déduire que l'homme libre doit dire la vérité au tyran, quitte à lui livrer par sa véracité l'ennemi, le rival. La réserve que nous inspira tous la réponse de Kant, qui est affirmative, tient à ce que toute la vérité, c'est ce qui ne peut pas se dire. Donc Lacan, lui, il vient dire son mi-dire, son concept, sa manière de dire que la vérité ne peut pas se dire, il la réfère directement au contexte de livraison en fait d'une personne recherchée à un tyran. Alors c'est assez troublant parce que donc d'une certaine manière, il y a aussi un truc drôle, on peut le dire comme ça. Lacan renvoie Kant à sa castration. Ça, c'est vraiment, c'est du grand Lacan qui dit, bon, Kant, t'es bien gentil, tu nous parles de ta vérité, mais en fait, t'es incapable de la dire, t'es comme tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, c'est assez humoristique. Mais il y a quelque chose de marrant, c'est que dans son geste, Lacan fait référence à une réalité, donc la réalité du tyran, la livraison de la personne recherchée, etc., etc. Et cette scène est explicitement décrite par Vladimir Yankelevitch dans une archivina de 1978, qui est assez facile à retrouver. Alors, je vous lis ce que dit Vladimir Yankelevitch. Il dit « Vous abritez un juif ou un résistant dans votre grenier. La Gestapo qui le cherche vous interroge. Allez-vous dire la vérité ? Allez-vous, ce qui reviendrait eux-mêmes, refuser de répondre ? Bien sûr que non. Tout homme d'honneur, tout homme de cœur, et même tout homme de devoir se sentira non seulement autorisé, mais tenu de mentir. » Yankelevitch ajoute d'ailleurs « Mon devoir est de mentir. Ce mensonge, c'est une vérité plus profonde, une vérité plus générale, une vérité qui va plus loin. » À ce moment-là, Yankelevitch, il dépasse d'une certaine manière le cadre figé de la vérité, effectivement par la philosophie classique, et il vient dire « Non mais ça marche pas cette affaire, parce que sur cette terre, si on s'en tient à la vérité, en fait, on est un salaud. » Et
il désigne, et il travaillera après, à décrire ce qui est un au-delà du vrai, une survérité, une vérité ajoutée d'un impératif moral dans un ailleurs éthique. Voilà. Et je crois que Jankélévitch traduit d'une certaine manière aussi la vérité à laquelle nous on a affaire avec la vérité des sujets. Ce qui m'amène à la question qui me tourmente depuis tant d'années, qu'est-ce que je fais en tant que psychanalyste avec le émet de la Torah? Et franchement, c'est pas une question facile, parce que le émet de la Torah, on le bouffe 3 fois par jour à la fin du schéma, au moins quand on monte à la Torah t'émet, Torah t'émet, Torah t'émet. Franchement, ça prend de la place cette affaire, et quand on est psychanalyste et qu'on voit la vérité d'un peu de loin, c'est pas évident. Alors, je me suis penché sur quelques cas de la Torah. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le moment où Abraham et Sarah vont en Égypte. Et là, Abraham fait un truc très très marrant. Il dit à sa femme, non mais attends, là, si j'arrive en disant que t'es ma femme, t'es canon, voilà, ils vont te prendre, donc dis que t'es ma sœur. Coup de passe-passe, bon, ok, ça marche plus ou moins, bon, mais ça va, il a la vie sauve, etc., etc. Mais alors, moi, je me suis penché rapidement sur les commentateurs, j'ai pas beaucoup fouillé, c'est pas mon talent, il y a d'autres gens ici pour le dire, mais quand même, quand on regarde rapidement les commentateurs, j'ai bien cherché, il y en a pas beaucoup qui disent que c'est un mensonge. Il y en a pas beaucoup qui reprochent à Abraham d'avoir fait un mensonge. Il y en a un, j'ai trouvé, Rabbeinu Baya, donc c'est un juriste du XIe siècle en Espagne, un type assez rude. Mais il y en a qu'un seul sur quand même une bonne quinzaine que j'ai lu, qui sont là pour dire non mais quand même Abraham il a déconné, il a menti. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement dans la Torah il y a cette vérité absolue à laquelle on se réfère dans la liturgie un peu tout le temps, voilà, émet, ça prend un peu de place, bon. Et à la fois quand on regarde ce qui se passe dans le narratif de la Torah, bon la vérité, on peut s'arranger. Voilà, on peut s'arranger, si c'est nécessaire, on peut s'arranger. Et je crois que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui rejoint la pratique analytique là-dedans. C'est-à-dire qu'entre la vérité absolue et la vérité des sujets, la Torah nous est livrée avec la nécessité de son interprétation. C'est-à-dire que il y a un émet absolu, c'est entendu, peut-être, mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'on va en faire, nous, sur Terre, en l'entendant. Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette vérité absolue? Et d'une certaine manière, la multiplicité autorisée des interprétations laisse la place à tout un tas de vérités qui ne sont pas des vérités alternatives, mais qui peuvent cohabiter dans la vérité absolue. En tout cas, c'est un peu comme ça que j'ai résolu le problème ce soir, en tout cas pour moi, jusqu'à la prochaine fois. Le émet ne serait peut-être pas la vérité kantienne ou platonicienne dans son idéal intouchable absolu, parce que bien qu'idéale, justement, elle serait coextensive de ces multiples interprétations à travers le pardès, par exemple, qui reste vraie, une vérité à plusieurs faces. Donc en ce sens, voilà, la vérité du sujet de la psychanalyse peut cohabiter avec le émet, voilà, quelque chose de vrai du sujet qui peut se dire de 1000 manières. Reste à savoir entendre cette vérité du sujet, quoi qu'il en dise au fond. Et je crois que chacun de nous sommes peut-être ici pour essayer d'entendre un petit morceau, une petite facette de vérité ce soir. Et je serai heureux peut-être de répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Nidam. C'était extrêmement clair et vous nous avez amené au long de votre raisonnement avec beaucoup de pédagogie. Alors, je ne sais pas si vous avez intimidé nos internautes de GEM parce qu'il s'agit de psychanalyse et qu'ils ont peur de se dévoiler. Non, mais je ne vais pas interpréter les questions. Il n'est pas minuit. Par contre, j'ai 3 toutes petites questions. On va essayer de respecter les temps, mais si vous acceptez, j'en ai une qui est plutôt théorique et 2 plutôt cliniques, du coup un peu curieuse. Une est théorique et plutôt sur Freud, je me risquerai pas sur Lacan ni sur Kant d'ailleurs. Voilà. Mais quand vous disiez, quand Freud a interviewé beaucoup de personnes et beaucoup de choses ramenées à une violence du père ou une violence sexuelle, il s'est dit mais tout le monde peut pas avoir été violenté par son père ou c'est pas possible que tous les pères soient violents comme ça. Me fait poser la question de ce concept chez Freud qui est die Verneinung, la négativité, ce truc un peu étrange que parfois certains discours veulent dire le contraire. Et quand est-ce qu'un psychanalyste juge ou pas que ça veut dire le contraire? Oui. Ce qui est gênant en termes de vérité, quoi. Alors, effectivement, il y a toute une partie de l'œuvre freudienne. Je ne sais pas si je peux répondre totalement, mais c'est vrai que votre question est très juste. Il y a toute une partie de l'œuvre freudienne qui s'appuie sur le langage. On connaît le Witz, voilà, le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient.
Et effectivement, toute la question du déni, qui est plus particulier dans l'univers obsessionnel, on va dire, la névrose obsessionnelle, est vraiment quelque chose de très important pour Freud, et qui touche et qui voisine avec, on va dire, sa capacité à entendre un certain nombre de choses qui sont peut-être propres à sa culture juive. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, on peut dire qu'on va à Warsaw alors qu'on va à Lodz. Et c'est une possibilité qui est offerte dans la culture juive dont il était plus ou moins l'héritier et qui lui a permis d'entendre que dans le déni, parfois, on voulait dire le contraire de ce qu'on voulait dire. Alors, comment on sait qu'on dit justement le contraire, que le patient dit exactement, que l'analysant dit exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire? Franchement, je sais pas. C'est ce que je disais à Monsieur Villani, que j'ai croisé tout à l'heure. Je crois qu'on appartient, nous les psychanalystes, à une engeance proche des scientifiques de sciences assez dures, c'est-à-dire qu'on voisine avec le non-savoir. Donc je ne sais pas. Si je savais, je serais inquiet. Voilà. Alors, mais c'est vrai que des fois, ça se sait. Alors, c'est-à-dire que ça parle. Voilà, c'est peut-être une expression à retenir qui est aussi, là encore, entre Freud et Lacan. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui parle. Il y a quelque chose qui parle en lui. Et c'est ça qu'on écoute. Et ça, il ment rarement. Alors pourquoi on arrive à l'entendre? Parce que soi-même on est allé chez le psychanalyste et qu'on l'a fait à son psychanalyste, le coup de dire le contraire de ce qu'on pensait. Qu'on était très content de trouver un psychanalyste pour nous dire non mais vous déconnez, vous dites le contraire de ce que vous pensez. Donc c'est parce qu'on a été analysant qu'on a un peu d'expérience quand quelqu'un vient dire quelque chose. Et puis après bon, mais des fois on n'entend pas tout, faut rassurer les gens. Il y a plein de vérités qu'on n'entend pas, ça faut les rassurer. On essaie d'entendre les essentiels, celles qui peuvent vraiment faire du bien. Mais oui, non, mais il n'y a pas de recette magique. Je crois que l'illustration de la blague et de l'humour juif, je crois que c'est la meilleure piste. C'est-à-dire que c'est quelque chose entre l'affectif et le langage. Voilà. C'est un peu ça la blague juive, et je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut faire à cette juste question. J'ai des questions qui arrivent au dernier moment. Je vais peut-être rebondir sur... Enfin, non, allez, rapidement sur... La première, le divan peut-il mener à la Torah? Ça vous est déjà arrivé? Du coup, je me demande une question. Il y a peut-être des rabbins qui pourront répondre. Est-ce qu'on a le droit de lire la Torah allongée? Mais c'est une question intéressante. Voilà, donc pourquoi pas. Mais est-ce que la Torah mène au divan? Moi, je me méfie de ça. Voilà. Pour le dire vraiment, moi, j'ai grandi dans un milieu juif religieux traditionnel. Et effectivement, il y a plein d'accents dans la psychanalyse qui ressemblent à ce que je connais. Mais du coup, je me méfie énormément. Je pense que je comprends. Au début, je n'aimais pas la méfiance que Freud avait envers le fait qu'on accole le judaïsme à la psychanalyse. Mais avec le temps, je le comprends. C'est-à-dire que la visée n'est quand même pas la même du tout. Je veux dire, si quelqu'un... Voilà, c'est une réponse d'ailleurs qui faisait parfois... Il y avait une mère qui avait écrit une lettre à Freud pour lui envoyer son fils qui était homosexuel. Et Freud a répondu, mais moi, je ne vais pas l'empêcher d'être homosexuel s'il est heureux d'être homosexuel. Et de la même manière, si quelqu'un veut trouver la Torah, c'est sûr qu'il la trouvera plus facilement en faisant son analyse. Il sera plus heureux là-dedans. C'est sûr, si c'est son désir. Mais si c'est pas son désir, il va pas trouver la Torah. Je veux dire que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se ressemblent, mais la visée est quand même... Je sais que la psychanalyse n'est pas une psychothérapie, mais quand même le fait que quelqu'un vienne s'allonger chez un psychanalyste, c'est quand même pour aller mieux. Et c'est quand même pas pareil que d'aller à la synagogue ou que de préparer le repas de Shavuot. Donc je suis réservé. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Nidam. On a pris un peu de retard, donc j'interromps les questions là, mais merci infiniment. Merci à vous et Chag Sameach.